Du coup, bienvenue. Vous êtes nombreux ce soir. On va essayer de vous garder, en tous les cas, intéressés les 45 premières minutes avec Sergio et moi-même Benjamin. Et après, Simonette prendra la parole sur un autre sujet. Euh, voilà. Euh, alors ce talk c'est l'occasion pour nous de faire un petit point sur le langage et de vous partager notre conviction que Kotlin, c'est un langage prêt pour la production. Du coup, au niveau de l'agenda, plusieurs points qu'on va aborder, histoire de vous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire en Kotlin, comment on peut le faire, et surtout vous donner des billes pour essayer de convaincre vos équipiers, alors techniques, ou les PO avec lesquels vous travaillez, ou les chefs de projet. Donc différents points, d'abord une histoire, l'impact d'un événement qu'a eu sur Kotlin, quels sont les apports principaux du langage. C'est pas nouveau, finalement Kotlin c'est prêt, ça a déjà été développé depuis un bout de temps et c'est déjà utilisé par les entreprises, on verra lesquelles et on verra comment. Est-ce que, bien sûr, je peux faire des tests avec Kotlin et quelles sont les limites du langage ou au contraire, peut-être il n'y a pas de limite. Niveau qualité, est-ce qu'on peut faire des softs de qualité puisque c'est ce qui nous intéresse et je pense vous intéresse aussi. Et un argument qui peut être opposé, c'est moi mon équipe elle connaît Java et Kotlin elle ne connaît pas et j'ai pas envie d'investir sur Kotlin et j'ai pas envie d'investir sur l'apprentissage. Comment faire? On vous donnera quelques billes. Ok, donc tout d'abord un petit rapide historique sur du langage. Alors le langage a été démarré par JetBrains, hein. Ils étaient à la recherche en fait d'un langage compatible, qui puisse être exécuté sur la JVM mais avec plus de fonctionnalités, un langage qui soit un peu plus concis et avec un typage un peu plus sûr. Parmi tout l'écosystème de langage qui a été exécuté sur la JVM, ils ont fait une petite recherche. Donc Scala était un candidat potentiel, mais pour des raisons de compilation, de temps de... Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que vous m'entendez au fond, hein? Ok. Donc c'est bon. Pour des raisons de temps de compilation qui étaient un peu plus lents, et enfin, ils voulaient vraiment arriver à des temps de compilation plus rapides et aussi avoir un langage qui soit un petit peu plus simple. Donc ils ont écarté cette possibilité. Donc en fait, Kotlin, c'est vraiment JetBrains a fait un focus. Ils ont fait en sorte de développer un langage qui soit pragmatique. Donc, JetBrains, c'est des développeurs qui développent des IDE pour des développeurs, donc. Et donc en fait, ils connaissent plutôt bien leurs besoins et ils ont essayé de se focaliser vraiment sur des features du langage qui soient utiles au quotidien des développeurs et pas des features trop complexes ou qui au final n'apportent pas de valeur au quotidien des développeurs. Donc Kotlin, c'est quoi? Au final, c'est un langage statiquement typé, c'est un langage objet pur et c'est aussi un langage fonctionnel. Un autre aspect qui démontre le pragmatisme dont ils ont fait preuve dans le développement du langage, c'est qu'ils ont fait en sorte de réutiliser au maximum tous les outils qui étaient disponibles. L'objectif, c'est de ne pas faire réinventer la roue et de ne pas faire réapprendre de pas réinventer la roue et de ne pas faire réapprendre tous les outils que les développeurs connaissent déjà. Donc ça passe par les outils de développement, les librairies et les intégrations diverses et variées. Donc typiquement, ils ont réutilisé tout ce qui va être Maven, Gradle, etc. Ils ont fait aussi en sorte que le langage soit complètement rétrocompatible avec toutes les librairies Java. Ça change plus. Ça change plus. J'arrive. Non, mais c'est pas grave, je clique. Non. C'est bon. Alors, rapidement, l'historique du langage en termes de date. Le projet a été annoncé en 2011. Ça faisait déjà un an qu'il a été développé en interne dans les équipes de JetBrains. Pour la petite histoire, JetBrains, c'est une équipe, l'équipe qui s'occupe de Kotlin, c'est une équipe qui est près de Saint-Pétersbourg. Et le nom du langage vient du nom d'une île, Kotlin, comme Java. Le projet est passé open source très rapidement, un an après, tout simplement pour avoir des retours le plus rapidement possible de la communauté. Donc ils ont open sourcé tout, un compilateur, librairie, intégration avec les outils, plugins, etc. La V1 sort 4 ans après, donc ils ont vraiment laissé le temps de finaliser une version du langage qui leur plaisait. Pour d'autres raisons aussi, c'est qu'à partir de la V1, toutes les versions ultérieures seraient rétrocompatibles. C'est aussi l'occasion pour eux de lancer une version du langage qui soit vraiment production ready. Ils l'ont éprouvé à la fin, ils l'ont éprouvé au test de la communauté. Voilà. La V1.1 sort en 2017, la V1.2 aussi. La V1.1 apporte le support de la compilation de code Kotlin en JavaScript. La V1.2 apporte le support du multiplateforme. Simonet a un talk juste après, il vous en parlera mieux que nous. Et la V1.3 sort bientôt. Je pense que ça va pas tarder à être annoncé si c'est pas aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent. Et ça va apporter le support des coroutines.
Alors du coup, on vous parlait d'un événement particulier qui avait en fait rendu célèbre Kotlin. C'est qu'en mai 2017, donc maintenant l'année dernière, à la Google I/O, donc la Google I/O c'est la conférence des développeurs où Google a tendance à annoncer beaucoup de choses. Ils ont notamment annoncé le support de Kotlin pour le développement d'applications Android. Donc maintenant on peut développer les applications Android en Java ou en Kotlin. Et donc forcément, quand un acteur comme Google se positionne sur l'avenir de Kotlin, ben ça lui donne quand même beaucoup de, ça lui donne beaucoup d'énergie pour devenir un langage important. Il y a, du coup, bon, vous observez sur le graphe de gauche, c'est finalement les locks Kotlin. En fait, c'est tous les projets sur lesquels il y a du Kotlin sur GitHub. Donc forcément, à la version 1 en 2017, comme vous l'avez dit Sergio, ça a commencé à augmenter. Et après, à l'annonce de Google, forcément, c'est devenu explosif et Kotlin est de plus en plus utilisé. Il y a 2 sondages, le TIOP Software et le People Popularity. C'est du coup deux classements qui analysent les recherches sur Internet, mais également des questions sur Stack Overflow et d'autres canaux utilisés par les développeurs pour déterminer si un langage est trendy. Et on retrouve la 42e place et la 16e place respectivement pour Kotlin. Donc top 50 quasiment, et ça en fait un langage quand même qui commence à peser dans l'écosystème des développeurs. Pour la petite histoire, par exemple, Swift, Simonet, vous en parlera peut-être plus après, est 16e, et Java et C restent les premiers et deuxièmes langages. Donc même si Kotlin apporte beaucoup de choses, on va le voir après, ça reste pas un langage aujourd'hui qui remplace magiquement Java. Néanmoins, beaucoup d'équipes communiquent sur Kotlin, notamment, je leur dirai peut-être après, JetBrains, forcément, c'est le créateur, mais également Gmail, Netflix ou Square, qui travaillent sur des outils qui utilisent de près ou de loin Kotlin. Finalement, qu'est-ce que nous apporte le langage? Alors, on va faire un petit overview de toutes les features qui nous semblent pertinentes du langage et qui apportent vraiment un petit plus. On va commencer avec quand même les basiques, hein, déclaration d'une variable. Donc, vous voyez que contrairement à Java, pour déclarer une variable, vous avez un mot-clé val avant le nom de la variable. Vous remarquerez aussi que vous n'avez pas besoin de préciser le type de la variable, puisqu'il peut être directement inféré par le compilateur. Bien sûr, si vous voulez le préciser, vous pouvez. Donc vous avez la version commentée juste en dessous. Pour les fonctions, le principe est similaire. Vous avez un mot-clé fun qui permet de déclarer donc, des fonctions. Vous avez le nom de la fonction, plus ensuite, entre parenthèses, les arguments avec toujours le type après. Et cette syntaxe-là, en fait, c'est une syntaxe function expression qui permet tout simplement de déclarer le retour de la fonction directement après le nom et les arguments. Donc c'est une syntaxe plus concise. Vous remarquerez aussi que dans l'expression qui est retournée, vous avez directement l'utilisation d'une variable, donc qui est l'argument de la fonction. Tout ça c'est le mécanisme d'interpolation de string dont on bénéficie en Kotlin. Bien sûr, ça c'est sujet à des erreurs de compilation si jamais on utilise des noms de variables qui n'existent pas. Le main, donc là c'est une fonction classique avec des arguments, et vous avez la fonction println qui est appelée pour écrire sur la sortie standard. Alors, chose à remarquer, c'est que tout ce code, il peut être écrit dans un seul fichier. On n'a pas besoin de l'englober dans la déclaration d'une classe. Tout ça, en fait, tout le code en fait, est associé à un package et non pas à une classe, contrairement à Java. Un autre aspect dont on a déjà parlé, c'est que Kotlin, c'est un langage objet. Sauf que Kotlin, c'est un langage objet pur, donc tout est objet, on n'a pas de type primitif. Pour déclarer des objets, c'est similaire à Java, vous utilisez le mot-clé classe, suivi du nom de l'objet que vous voulez déclarer. Chose remarquable, c'est que en fait, vous pouvez aussi déclarer le constructeur directement juste à côté du nom de la classe. Et aussi, c'est dans les arguments de ce constructeur, vous pouvez préfixer le nom des arguments par le mot-clé val, et ça permet de déclarer des propriétés qui vont être associées à l'objet. Donc tout ça, en fait, ça va nous permettre de bénéficier de getter et setter automatiquement, on n'a pas besoin de les écrire. Donc ça nous fait un code qui est beaucoup plus concis. Si on veut instancier un objet, on n'a pas besoin de mot-clé new, vous le voyez dans la ligne 3 et 4, vous appelez votre constructeur comme une fonction standard. Un autre aspect, c'est que, alors donc c'est un langage objet, sauf que Kotlin a fait le choix de rendre la nullabilité explicite. C'est-à-dire que si toutes les références que vous allez manipuler, typiquement user1, user2, telles qu'elles ont été déclarées, sont non nullables. Donc si vous n'avez pas besoin de vérifier
que la référence est nulle dans votre code ensuite. Si vous voulez vraiment avoir des références qui peuvent être nullables, bien sûr, il faut pouvoir créer, pouvoir gérer des cas, je sais pas, de lecture de valeurs dans des fichiers ou dans des appels réseau, choses comme ça, des choses qu'on ne connaît pas à l'avance au moment de la compilation. Et bien sûr, vous pouvez déclarer des types comme nullables. Donc vous le voyez ici, donc, le type adresse, il suffit de le suffixer par un point d'interrogation. Bien sûr, si vous voulez manipuler des types qui sont nullables, Kotlin fournit aussi tout un tas de facilités, ce qui s'appelle l'Elvis opérateur. Donc vous pouvez enchaîner en fait les appels à des références potentiellement nullables via cette syntaxe-là avec un point d'interrogation. Et bien sûr, il faut le backer si jamais une des références dans toute la chaîne est nulle, il faut le backer sur une valeur par défaut. Donc finalement, sur Kotlin, on retrouve différentes façons de faire qui viennent de TypeScript, qui viennent d'autres langages. Et Kotlin va encore plus loin, avec notamment un mécanisme d'interface qui va nous permettre, en l'occurrence pour Standard Price et Promotional Price, de dire que ces deux classes étendent l'interface. Et du coup, on peut avoir une méthode avec l'argument price. Et ce qu'on va pouvoir faire magiquement, en quelque sorte, c'est utiliser le smartcast pour déterminer que Standard Price est donc c'est un price, c'est l'interface price, mais c'est également ça a également une value, donc comme promotional price, vous le voyez ici. Donc on peut utiliser price.value sans savoir vraiment caster. En fait, on n'a pas réellement casté l'objet, on a pu accéder à value. Alors vous me direz, value est des deux côtés, donc c'est normal que ça fonctionne. Vous n'avez pas tort. Sauf que du coup, pour promotional price, le fait de faire is promotional price, automatiquement, on a également accès à discount, parce que c'est défini dans le prototype, sans avoir casté. Donc c'est extrêmement intéressant de faire le is pour récupérer l'objet réel que c'est, alors que par exemple c'était une interface price qu'on a passée. Donc il n'y a pas vraiment de cast, les types sont inférés directement dans le when. Ce qu'on peut faire également dans le when, c'est mieux qu'un switch. On va pouvoir faire des comparaisons, on va pouvoir faire des conditions du côté du is. Par contre, on ne va pas vraiment pouvoir faire du pattern matching, ça ne va pas marcher assez bien. Il faut toujours avoir une condition booléenne. Par exemple, quand on va comparer à gauche, c'est soit plus grand, plus petit ou différent de. On ne va pas pouvoir faire du pattern matching. Au niveau des lambdas, donc ça vous retrouvez ça en JavaScript, en TypeScript forcément, on a la possibilité de définir des fonctions de façon très expressive, très simple. C'est un peu comme quand tout à l'heure Sergio vous a montré qu'on pouvait retourner un résultat directement avec un égal. On peut également définir quasiment une fonction en une ligne. Donc là c'est très proche de ce qu'on a par exemple sur TypeScript. On a la possibilité de créer la méthode greet qui va prendre un string et renvoyer un string. Et du coup pour déclarer son body, on peut faire donc pour un name, retourne hello name. Vous remarquez qu'il n'y a pas de return, il n'y a pas tout ça, parce que c'est pas nécessaire. On va pouvoir définir de lambda comme ça de façon très expressive. On va pouvoir également passer en paramètres des fonctions. C'est ce qu'on fait dans le add event listener. Add event listener prend en paramètre un listener qui est une méthode qui prend un event et ne renvoie pas de résultat. Donc fait un traitement et sort. Voilà. Lorsqu'on n'a pas utilisé, en fait, on a accès dans add event listener lorsque je décide de l'appeler. Pour récupérer le listener, on va pouvoir récupérer directement it. It, c'est quand les paramètres de la méthode ne sont pas nommés, par défaut, on a it. Alors ça marche bien quand il n'y en a qu'un, quand il y en a plusieurs, il va falloir les nommer parce que sinon, on ne peut pas y accéder. Il y a une collision. Donc vous pouvez accéder à it, qui sera en fait le premier paramètre, le seul paramètre qu'il y a à votre méthode. Seul argument. On va pouvoir également utiliser des mots-clés qui s'appellent des scoping, des mots-clés pour créer un scope. Ça va nous permettre de faire quelque chose dans un environnement restreint. On va prendre par exemple l'exemple du let. Donc on a une connexion, on crée une connexion, et lorsqu'on a récupéré la connexion, on va faire tout un traitement. Donc au sein des accolades, on va pouvoir faire un traitement sur connexion. J'aurais pas nommé connexion, j'aurais eu accès directement à IT, que je vous ai présenté juste avant. Et la connexion, ou l'élément en tous les cas connexion, ne sera disponible que au sein des accolades, au sein du bloc let. On va pouvoir également appliquer des choses sur le résultat d'une méthode. On a un file, et sur le file, qu'est-ce que j'apply ? Je vais faire un mkdir. Donc on aurait pu faire un let, mais du coup on aurait eu un it, ou on aurait eu un file.apply, c'était pas super expressif. Le fait d'avoir accès à apply, on peut directement sur this appeler quelque chose. En fait là, le this est passé finalement ici. Donc on a
le file, et sur un file, on peut faire mkdir. Une troisième fonction de scope, ça va être le with. Avec le with, on va pouvoir encore une fois récupérer le this en quelque sorte. Donc sur une variable, on peut définir la hauteur et la largeur, parce que bon, c'est des choses qui sont disponibles dans Android en l'occurrence là. On peut directement remplir une variable grâce au mot-clé with sans répéter layout.width égale 100, layout.height égale 100. Donc c'est plus expressif et plus rapide à écrire. Puis finalement à lire, c'est relativement clair et expressif. Et c'est pas tout. Alors là, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'aime beaucoup et qui pour moi en fait est vraiment une fonctionnalité phare du langage. Ça va être le mécanisme d'extension. En fait, c'est quoi le mécanisme d'extension? C'est tout simplement la possibilité d'ajouter du comportement à un type existant sans avoir à le modifier lui-même. La syntaxe est relativement simple par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres langages. Je vous l'explique. Alors en fait, là, on travaille donc avec une expression et en fait, on rajoute une fonction square au type int. Donc en fait, la syntaxe est super simple, int.square, et en fait, dans le corps de la fonction, le 10 manipule bien le type int qui reçoit la fonction. Donc avec ça, en fait, on peut ajouter des fonctions sur n'importe quel type existant. Bien sûr, les règles d'encapsulation sont respectées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une chose aussi à mentionner, c'est que ce mécanisme-là est valable que si on importe l'extension. On n'a pas automatiquement toutes les fonctions qui sont disponibles magiquement, juste parce qu'on a la fonction dans le ClassPass. Il faut vraiment choisir de l'importer. C'est pas automatique. On a aussi la possibilité d'ajouter ce mécanisme-là sur des propriétés, mais c'est un peu plus marginal, je ne vais pas le présenter. C'est un mécanisme qui est super intéressant pour créer des API Fluent, pour créer des DSL. C'est inspiré de Groovy. Voilà. Alors pourquoi j'aime beaucoup cette fonctionnalité? Vous le voyez en fait, l'exemple qui est en commentaire, c'est que par exemple pour transformer une chaîne de caractères en nombre et ensuite faire le carré de ce nombre, je suis obligé de faire en fait d'imbriquer les appels à l'intérieur des fonctions. Et tout ça, ça bloque le flow de lecture. Je suis obligé en fait de remonter à chaque fois à la fonction appelante. Tandis que dans la première version, dans la ligne 2, en fait le flow de lecture c'est de gauche à droite, donc c'est le flow de lecture naturel. Et pour moi c'est ça qui change tout. Alors il y a un dernier point qu'on voulait évoquer au niveau du langage et qui va être bientôt disponible de manière officielle dans les SDK. Et dans le langage, c'est les coroutines. Alors les coroutines, c'est tout simplement la proposition au niveau du langage pour gérer du code asynchrone. C'est pas que pour du code asynchrone, mais c'est beaucoup pour ça. Alors c'est implémenté par une technique de compilation. Il y a à la fois au niveau compilateur, mais aussi support côté librairie pour le contexte d'exécution. Alors concrètement, ça correspond à quoi? Vous pouvez déclarer des fonctions avec le mot-clé suspend, et en fait ça active au niveau de la fonction la possibilité de suspendre l'exécution de cette fonction à un point donné. Ensuite, ce code-là, il doit être englobé dans une fonction qui supporte, qui reçoit en paramètre une fonction qui peut se suspendre. Et ce bloc-là, A5, en fait, il va déléguer l'exécution de la fonction dans un contexte d'exécution donné. Voilà. Donc typiquement avec ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez gérer tout ce qui va être I/O et en fait écrire du code de manière linéaire sans avoir à imbriquer des callbacks. Vous connaissez bien sûr le problème du callback L. Voilà, alors juste un petit mot-clé, quelques... Ouais. C'est que contrairement à... Finalement, c'est très proche du async await qu'on retrouve en ES6 en fait. C'est ça. On avait beaucoup avant les promises avec les zen et les catch. Et là, finalement, on a la possibilité de faire des async await via suspend et async. Il y a quelques petites subtilités. Et en fait, il y a un talk prévu le 24 que je vais animer qui rentrera plus en détail au niveau du sujet. Et juste un petit point à préciser, à contrario des threads, c'est vraiment quelque chose qui est cheap. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est implémenté par une technique de compilation et aussi supporté qu'au niveau librairie pour le contexte d'exécution. Sauf qu'en fait, vous pouvez, comme l'illustre l'exemple ici, vous pouvez en créer des millions, c'est pas un problème. Tandis que si vous créez des millions de threads, votre application arrêtera de s'exécuter. Alors ok, tout ça c'est très bien, mais en quoi ça m'aide à convaincre mon PO? Alors au final, moi ce que j'aime beaucoup dire quand je parle de Kotlin, c'est que tout simplement c'est un code qui va être... Kotlin permet d'écrire un code qui va être beaucoup plus concis,
moins verbeux, moins cérémonieux, on va être moins pollué par des artefacts du langage, des artefacts techniques. Donc forcément, comme on passe beaucoup plus de temps à relire du code, on va le comprendre beaucoup plus facilement et on va écrire moins de code. Donc potentiellement, on est censé écrire moins de bugs. Ça facilite les relectures, ça facilite le pair programming, les code reviews, etc. C'est un langage plus sûr, comme on l'a dit. Par défaut, les références sont non nullables. Donc une fois que vous avez géré toutes les problématiques de I/O, avec des références potentiellement nulles parce que vous ne connaissez pas les références à l'avance, vous ne les connaissez pas au moment de la compilation, en fait, dans votre code métier, vous n'allez pas à vous préoccuper de vérifier que les références sont non nullables. Une fois que vous avez fait ce filtre en entrée et en sortie, vous n'avez plus ce problème à gérer. C'est un langage plus expressif. Comme on est moins pollué par tout ce qui va être technique, en fait, c'est vraiment un langage qui va modéliser le métier et pas autre chose. Ensuite, c'est un langage aussi modulaire, comme on vous l'a montré avec tout ce qui va être fonction, extension, enfin les extensions de fonctions. On va pouvoir découpler du code. Typiquement, les extensions, on peut s'en servir pour faire des adapteurs très facilement sans avoir à polluer un modèle métier original. Dans la vraie vie, Kotlin, comment est-ce que ça se représente? Donc, bien sûr, Kotlin, c'est très utilisé côté Android, mais ça peut aussi être utilisé côté back, même côté natif, on le verra plus tard. Donc, comme on l'a dit, Kotlin, c'est intégralement compatible avec les librairies Java. Donc, tout l'écosystème Java, vous en bénéficiez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous n'aurez pas de problème à intégrer des librairies existantes si vous faites une application en Java. Les builds Maven Gradle sont disponibles. On a même la possibilité d'écrire les builds Gradle en Kotlin. Et tout ça, on va pouvoir bénéficier de la découverte des librairies. Ça sera fortement typé, donc vous pourrez directement voir ce qu'est censé faire le build sans avoir, d'expérience, regardez ce que fait les builds Gradle en Groovy, c'est un petit peu plus compliqué. Juste un truc. Du coup, c'est top pour, en effet, on peut intégrer tout un tas de bibliothèques Java et ça va vraiment fonctionner naturellement, rapidement. On va même pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir copier du code Java dans notre IDE pour que ce soit transformé automatiquement en Kotlin via IntelliJ IDE. Bon, par contre, comme c'est un langage qui ne peut pas être nul, Kotlin, comme vous l'a dit Sergio, quand on importe une bibliothèque, des fois on ne sait pas trop si les champs peuvent être nuls ou pas, et il va parfois s'outiller correctement pour préciser comment la bibliothèque est censée fonctionner d'un point de vue de la luniabilité des champs. Ça, des fois, c'est un peu les limites du système, mais ça n'empêche pas de travailler avec. Donc on peut très bien faire des applications back avec Kotlin. Donc comme je l'ai dit, on peut utiliser toutes les librairies. Donc bien évidemment, Spring ou Spring Boot, ça marche sans aucun problème. On a même des librairies qui proposent des modules via les mécanismes d'extension dont on a parlé, dédiés à une meilleure intégration pour Kotlin. Il y a d'autres librairies, on aura l'occasion de montrer quelques exemples. Donc un exemple de code pour démarrer une application Spring Boot. Donc on retrouve ces petits, on n'est pas très loin de ce qu'on fait côté Java, mais on remarque quand même on est dans une syntaxe un petit peu plus concise et tout ça, ça tient dans un seul fichier et ça marche de la même manière. Donc, vous avez vu un exemple de Spring Boot. JetBrains a également travaillé sur autre chose que Spring Boot, en fait sur un autre framework qui permet d'utiliser à fond les coroutines, donc plutôt faire un framework asynchrone, et ça s'appelle Octor. Donc JetBrains bosse dessus beaucoup, publie beaucoup de documentation et beaucoup de code, donc c'est open source, tout le monde peut l'utiliser. Et la seule chose à faire, donc j'ai quand même, on l'a pas utilisé beaucoup encore à Xebia, néanmoins pour des projets perso on l'a utilisé. Et la seule chose à faire en tous les cas pour avoir un appel get, donc sur le /mdk pour moi du Kotlin, c'est seulement ça en fait. Du coup, on définit un module, on a un système de routing. Donc encore une fois, ça utilise la DSL que vous a présenté Sergio. Le get, qui est pareil, une sorte de décoration. Et après, on a juste à répondre avec... donc ça, c'est la façon Kotlin pour créer du JSON. Donc c'est un map off avec la clé et la valeur. Ça définit une map et après, automatiquement, c'est transformé en JSON. Et on peut récupérer ça dans notre navigateur. Donc c'est plutôt simple et plutôt expressif. Et finalement, c'est quasiment aussi rapide que de faire un node app.js et d'avoir installé du coup tout l'outillage Express et compagnie. Si on veut bootstrapper un petit truc pour soi, en tous les cas, c'est l'idéal. Alors, autre possibilité, donc je vous ai parlé, il y a des librairies qui fournissent des fonctionnalités dédiées à Kotlin.
Ici, je vais en illustrer deux. On va avoir la partie Jackson, vous connaissez tous, c'est une librairie Java qui permet de convertir des objets ou même de générer du JSON tout simplement. En fait, vous avez via le mécanisme d'extension, non, c'est pas là. En fait, on a un module spécifique qui va permettre de gérer tout ce qui va être data class. Donc, data class, on n'en a pas encore parlé, il me semble. Et en fait, c'est tout simplement des sorte de Pojo. c'est des POJO et en fait, on va bénéficier de au-delà des getters et setters qu'on a juste avec le mot-clé val, on va bénéficier des méthodes qui vont être equals, hashcode, toString, qui vont être générées automatiquement par le compilateur. Et en fait, tout ça, ça permet tout simplement de sérialiser ou désérialiser ce type d'objets qui vont être spécifiques au langage Kotlin et qui ne sont pas très bien gérés, étant donné que Jackson, pour les constructeurs, il faut vraiment faire des annotations, ajouter tout un tas de code pour lui dire comment désérialiser, sérialiser. Et en fait, avec ce module-là, pour Kotlin, c'est fait de manière plus simple. Autre exemple, je pense que vous connaissez aussi la librairie Reactor qui est poussée par Pivotal, notamment dans Spring Boot. Vous avez un mécanisme d'extension qui permet en fait tout simplement de transformer une liste en flux et ensuite derrière pouvoir bénéficier de tout ce qui va être opérateur. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on a sur RX Java. Il y a aussi une librairie RX Kotlin qui fait à peu près la même chose. Donc ce qui est vraiment marrant ici à illustrer, c'est que ça s'intègre vraiment de manière vraiment transparente, quoi. On n'a pas besoin de l'englober dans des choses. Bien sûr, on a fait des applications back. Côté Android, je te laisse la main. Alors, en effet, avec Xebia, là où on a vraiment utilisé Kotlin, c'est finalement plutôt pour les applications Android. À partir du moment où ça a été dispo, en fait, et puis surtout poussé par Google, bah, on s'y est mis parce que chez nos clients, en général, c'était soit des vieilles applis, donc parfois en Java 7, ou avec un sous-ensemble de Java 8. Donc, on n'avait pas accès à grand-chose. Alors, ça s'améliore, mais avec Kotlin, finalement, on peut s'abstraire de tout ça et directement bénéficier de la puissance du langage, sans perdre en performance et pour autant gagner en concision, en efficacité. Donc, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Android, la première méthode, onCreate, c'est un peu la méthode qu'on retrouve tout le temps dans une vue Android. Ça permet de bootstrapper sa vue. Et l'avantage, c'est qu'on va utiliser, grâce aux extensions Kotlin, on va pouvoir directement accéder aux éléments de nos vues. Donc, moi, j'ai un élément dans ma vue qui s'appelle nameTextView. Et je peux directement y accéder parce que la bibliothèque Kotlin va nous remonter automatiquement ça. C'est un peu comme si on avait du HTML, on pouvait flaguer des éléments, et en fait on pouvait, dans notre code JS, récupérer ces éléments sans rien faire. En fait, ils sont directement bindés, avec le dièse sur Angular par exemple. Donc ça c'est bien, et ça permet vraiment d'aller plus vite. On a également donc, le shared préférence, c'est comme le local storage côté front. On a la possibilité directement d'appeler du .edit, renseigner une valeur et committer, ce qui est dispo en fait finalement en peu de phrases. On peut le faire soit de la façon gauche, soit de la façon droite, parce que, comme je vous l'ai dit, edit peut se transformer en un bloc élément, comme les apply et les let, et du coup on peut directement sur les shared préférences faire le put boolean. Et en plus de ça, Kotlin est aussi possible de définir ce que finalement edit va faire au-delà de créer un bloc. Et du coup, en fait, après avoir fait le put boolean, automatiquement, il peut faire le apply. Donc ça, c'est après le compilateur qui va décorer tout ça pour que dans le code Java créé, ça fasse ce qu'on veut. Autrement, pour tout le code Java qui reste en Java, on a la possibilité d'utiliser des Android annotations et on va pouvoir définir les méthodes, les arguments et ainsi que ce que retourne la méthode comme non nul ou nul, et ce qui va nous permettre après, quand on intègre cette bibliothèque ou on intègre ces classes-là dans du code Kotlin, de savoir si l'élément est potentiellement nul ou pas. Et donc ça permet de faire vraiment mettre ensemble du Java et du Kotlin. Sergio vous l'a dit, par défaut, les champs ne peuvent pas être nuls. Seulement, alors sur Android, mais pas que sur Android, on fait notamment de l'injection de dépendance. Donc au début, quand on n'a pas encore injecté les informations, le champ est nul. Pour autant, on ne peut pas vraiment le définir en nul. Comment on fait? Eh ben, on a la possibilité, alors c'est pas affiché ici, mais on a la possibilité de définir un mot-clé qui s'appelle lateInit. Et si on ne l'utilise pas, tant qu'il n'est pas initialisé, le compilateur ne va pas cracher. Sinon, si on l'utilise alors qu'il est censé pas être initialisé, ça va cracher. Donc ça nous permet de mixer un monde qui a besoin d'éléments nullables avec du non nullable. Par ailleurs, on a besoin de performance sur Android. Comment faire pour ne pas initialiser des variables
seulement lorsqu'on en a besoin, et si on n'en a pas besoin, ne pas initialiser les champs. Là, typiquement, on a un simple date format, donc c'est seulement pour formater la date correctement. Et cet élément-là, on n'en a pas forcément besoin tout le temps, peut-être parce qu'on passe dans l'écran, mais qu'on n'affiche pas ce bloc-là. On a la possibilité, du coup, de définir le by lazy, qui va s'appeler, s'exécuter seulement si on a besoin de la variable. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la variable sera stockée, et lorsqu'on réappellera le time format, il ne va pas le recréer, il va réutiliser ce qu'il a gardé en mémoire. Par ailleurs, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, on a vu que le when permettait, donc le when il est là, le when permettait directement de récupérer les types des objets et d'en appeler les attributs ou les méthodes. C'est ce qu'on fait sur le view. En fait, le when là prend une vue et en fonction du type de vue qu'on a, soit on a envie d'écrire un message, hey, soit au contraire on a envie de remplir l'image avec le source de l'image en fait. Et là il aurait fallu faire des if TextView est instance of TextView, alors fais ça. Sinon, si c'est instance d'ImageView, alors fais ça. Vous comprenez que c'est beaucoup plus expressif ainsi, et ça nous permet finalement d'écrire quelque chose de plus lisible. Donc pour Android, en tous les cas, sur ces aspects-là, ça nous aide pas mal. Par ailleurs, Kotlin permet de faire plus que ça. Donc là, je vous ai montré Kotlin sur Android, et puis on a vu Kotlin côté back. Mais en fait, on peut même en faire sur du JS. Et du coup, comme Sergio, je fais de la pub sur le slot qui est dans... pas la fois prochaine, la fois d'après. Ce sera Kotlin.js et on vous présentera comment créer une appli React en Kotlin. Donc ce sera 100% Kotlin et on pourra coder une appli React. Donc comment ça fonctionne? Déjà, tout l'outillage reste le même. Donc on est sur du Gradle, on reste sur IntelliJ IDEA, on peut pourquoi pas faire du Maven et on peut utiliser les lignes de commande. La bibliothèque s'appelle Kotlin XHTML et ça définit toute une DSL qui va permettre d'écrire de l'HTML. Donc en fait, concrètement, c'est pas affiché ici, mais on va pouvoir écrire div, ouvrir l'accolade et mettre du contenu. Et en fait, tout notre HTML aurait été écrit via des classes, via une DSL Kotlin. Ce sera plus détaillé la prochaine fois. Ils le mettent souvent à jour, tout simplement parce qu'ils l'utilisent pour leur site kotlin.fr et même jetbrain.com plutôt. Ils l'utilisent eux en interne, et donc c'est quelque chose qu'ils maintiennent et qu'ils ouvrent à la communauté. Donc la 1.2.7 qui est sortie en septembre 2018, donc très récemment, apporte la compilation incrémentale qui permet de recompiler seulement des parties vers le JavaScript. Donc c'est extrêmement intéressant. Juste un petit, la fonction main, du coup, println hello JavaScript, et ça va écrire dans la sortie standard, et ça va créer finalement un fichier main.kotlin.js là, console output. Quand on monte ça dans une page HTML, on exécute la page HTML, on obtient bien hello JavaScript. Donc c'est vraiment immédiat, pas très compliqué. Après, il y a tout un ensemble de trucs libres là, Kotlin.js, qui ont leur poids, et du coup, il faut voir si c'est intéressant ou pas de le prendre. Simonet vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais Kotlin, ça marche également sur iOS. Donc en fait, on va, à partir de la version 0.5, donc ça fait un bail, on peut partager du code entre iOS et Android. En fait, c'est du code Kotlin, donc c'est écrit en Kotlin, seulement ça va créer une bibliothèque qui sera utilisable directement sur iOS. Alors ça utilise le Kotlin Native Compiler, ça passe dans LLVM, et après derrière ça crée un framework, donc au sens iOS du terme, qu'on peut importer dans son projet et utiliser. Ça crée également tout le nécessaire pour le debug via le DSIM et compagnie, mais ça c'est un peu obscur pour moi qui suis développeur Android. En tous les cas, vous avez la possibilité d'écrire du code métier en Kotlin, de créer d'un côté du code Java, une bibliothèque Java, Kotlin mais pour Android, que vous pourrez importer dans votre projet Android, mais également un framework au sens iOS que vous pourrez également importer dans votre code iOS. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir partager du code entre iOS et Android, peut-être entre notre front-end et même peut-être avec notre back-end, tant que ça reste du code métier, bien sûr, qui ne s'approche pas trop de la couche UI qui, elle, est spécifique. Donc pour revenir au sujet de notre présentation, on peut dire que Kotlin, au final, c'est un code qui est ubiquitaire et va pouvoir s'exécuter vraiment à plusieurs endroits. C'est vraiment un objectif de JetBrains au niveau du langage, c'est pouvoir vraiment faire de Kotlin un langage qui s'exécute sur beaucoup de plateformes, sur même l'intégralité des plateformes possibles. C'est un langage qui est prêt à l'emploi, donc on l'a dit, pour des applications back, mobile. Bien sûr, la partie JS et iOS, c'est encore un petit peu expérimental, ça cherche encore son chemin.
mais c'est quand même des possibilités intéressantes parce qu'on va pouvoir mutualiser du code métier et ensuite pouvoir le déployer sur différentes plateformes. Alors on a parlé de code, mais bien sûr qui dit code dit aussi code de test. Alors on va faire un petit parcours de des possibilités qu'on a pour tester notre code Kotlin. Là encore, JUnit est intégralement compatible. On peut en bénéficier, ça fonctionne de la même manière. C'est juste un petit peu plus concis en Kotlin, mais ça fonctionne très bien. On a testé dans nos différentes expérimentations et en projet deux autres frameworks de test, notamment Spec, qui est maintenant un petit peu plus supporté par JetBrains et qui permet d'écrire des tests d'une manière un petit peu différente, un peu dans le style Given Wenden, en format BDD et aussi en format Spec. Le seul truc, c'est qu'aux dernières nouvelles, il n'avait pas de mécanisme d'assertion, donc c'est quelque chose qu'il fallait importer d'une autre manière. Sinon, on a aussi une petite mention pour Kotlin Test, qui est un port de Scala Test, une très bonne librairie qui permet de faire des tests. Et là, en fait, il offre des possibilités un peu meilleures quand on l'avait testé. On va pouvoir faire des assertions par des extensions de fonctions et on pourra faire aussi des tests paramétrés. Quelques exemples. Donc là, c'est un exemple qui va être issu de Spec. En fait, ça permet d'écrire des tests au format Spec. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on va pouvoir, comme c'est c'est du programmatique, on enregistre des callbacks qui permettent d'enregistrer les tests. On peut faire ça, bien sûr, dynamiquement. Donc, on peut faire, par exemple, générer des cas de tests de manière programmatique avec une boucle, avec une liste, etc. Au final, ce qui est intéressant aussi, c'est que les tests vont avoir des libellés qui vont être vraiment du coup générés dynamiquement. On peut utiliser des variables dans les libellés de test et ça peut générer un rapport de test qui va être pertinent et qu'on pourra afficher, je ne sais pas, au niveau projet pour dire voilà, notre implémentation respecte ces cas de tests-là. On est clairement proche de Mocha ou Jest pour la définition des tests. On retrouve les mêmes patterns. Ce qui nous permet du coup de changer de monde tout en gardant les mêmes habitudes. C'est vrai que c'est très proche des syntaxes de JavaScript. Un exemple avec Kotlin Test, donc la librairie qui est le port de Scala Test. Même constat, on a une syntaxe un petit peu différente, mais au final l'objectif est un petit peu similaire. Alors vous l'avez peut-être pas dit, mais en Kotlin, tout est final par défaut. Et pour ceux qui ont écrit des tests, ils ont dû s'apercevoir que quand on veut simuler le comportement d'une classe ou d'une méthode qui n'est pas l'endroit où on teste, on a besoin de faire des mocks, on a besoin de le simuler. Donc la bibliothèque par défaut qu'on utilise en général, c'est Mockito. Sauf que Mockito ne permet pas de base de moquer des classes qui sont final. Comment on fait? Alors il y a bien sûr une mise à jour de Mockito qui permet de le faire en décorant les méthodes et les classes final. Ça fonctionne. Maintenant, il y a aussi Mock, donc M-O-C-K-K, qui vient d'apparaître. Enfin, qui va pas vient d'apparaître, mais qui prend de l'ampleur. C'est exactement la même API que Mockito, mais c'est complètement pensé pour Kotlin. Ça va vous permettre de faire du coup des mocks beaucoup plus expressifs. Par exemple, pour tous les éléments de voiture à chaque fois qu'on appelle le drive vers le nord, renvoi, ça a fonctionné. Donc ça permet encore une fois, toujours dans le souci d'expressivité et de clarté d'un test ou même du code en général, de faire des mocks. Donc vraiment c'est une bibliothèque que je vous conseille par rapport à Mockito, puisque finalement vous ne serez pas perdu en termes d'assertion, en termes de vérification si la méthode a été appelée et avec quels paramètres, et ça fonctionne très bien avec Kotlin. Donc au niveau des tests, finalement on a vu qu'on a plusieurs bibliothèques pour le faire. C'est relativement simple, puisque finalement on retrouve des univers qu'on connaissait déjà, que ce soit côté JS ou que ce soit Scala Test. On va pouvoir faire des tests à plusieurs niveaux, avec des tests paramétrés, comme on pouvait le faire déjà avec JUnit Param, mais là finalement, de façon plus expressive, on va pouvoir le faire et on va avoir des messages de test un peu plus clairs. Au niveau des conditions dynamiques, on retrouve soit des choses comme Assertj qui vont toujours fonctionner, même si c'est codé en Java, ça va toujours fonctionner avec nos tests en Kotlin, ou des bibliothèques d'assertion Kotlin qui vont nous permettre de faire des assertions, encore une fois, plus claires. L'idée, c'est toujours d'apporter de la lisibilité à notre code et ainsi faire une documentation presque par les tests. Maintenant, si on parle analyse
du code. Analyse syntaxique, analyse des codes SML et compagnie. Qu'est-ce qu'on a par rapport à Java? Vous savez qu'en Java, on avait pléthore d'outils, donc on a du checkstyle, du PMD, du findbugs et compagnie. Enfin, pour ceux qui l'ont mis en place, il y en a beaucoup. Parfois Integral IDE, parfois pas, parfois sur Sonar, parfois sur Jenkins, mais globalement, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui existe encore sur Kotlin? Alors malheureusement, tous les outils qui se basent sur l'analyse syntaxique, ils ne vont pas fonctionner, puisque la syntaxe de Kotlin change. Par contre, tous les outils qui sont basés sur l'AST, donc ça c'est l'arbre qui définit le langage, le programme, va fonctionner à peu près. Donc on retrouve par exemple PMD et Findbugs qui vont se baser sur l'AST, ça va encore fonctionner. Après, c'est pas extrêmement intéressant. Je vais vous présenter après deux outils qui sont plutôt pensés Kotlin. Mais sachez que vous pouvez quand même les exécuter sur votre nouvelle base de code pour déterminer si vous avez des codes SML ou pas par rapport à votre code qui vient de passer de Java à Kotlin. Pour Jacoco, ça fonctionne toujours, donc c'est pour les codes coverage. Vous pouvez toujours l'exécuter pour récupérer des coverages. Ça fonctionne et en plus se met à jour pour encore mieux prendre en compte Kotlin. SonarCube, maintenant, il y a un plugin. Donc avant, il y avait Java ou JavaScript pour Sonar. Il y a maintenant Kotlin, c'est gratuit et ça fonctionne bien et ça vous permet de remonter un tas d'indicateurs dans Sonar. Ce qui n'a pas marché, bien sûr, c'est Checkstyle et Android Lint, pour ceux qui connaissent, parce que ces outils-là sont encore basés sur Java et c'est pas la nouvelle syntaxe change et casse l'outil. Par contre, deux outils super intéressants que je vous invite à utiliser. Alors, lorsqu'on avait fait la première fois cette présentation, ces outils-là n'étaient pas forcément encore intégrés à Jenkins ou à JetBrains, à IntelliJ. Maintenant, ils le sont, donc vous pouvez les exécuter directement dans votre IDE. Vous avez Detect qui va se charger de faire les codes SML, les rapports de complexité et s'intégrer à Sonar. Donc c'est vraiment l'outil privilégié qu'il faudrait ajouter à votre code pour déterminer si vous avez des soucis ou pas. Et pour tout ce qui est analyse syntaxique et puis détermination des bonnes règles de codage, vous avez Katelint qui va vous faire des rapports super sympas du type voici l'erreur, donc no semi-colon en l'occurrence, ce qu'il faudrait faire et ce que vous avez fait. Et du coup, ça permet rapidement de corriger. Alors, il n'y a pas comme dans TSLint par exemple une correction automatique encore, même si peut-être que ça viendra. En tous les cas, Katelint, c'est dans la même veine que les autres outils type TSLint ou GSLint. L'idée, c'est de vérifier que votre code respecte bien la syntaxe que le projet s'est défini. Puis de base aussi, côté, dans l'IDE IntelliJ notamment, j'ai pas testé sur Eclipse, mais vous avez déjà tout un tas d'aides au niveau du langage. Par contre, il va vous proposer de raccourcir certains appels et de les remplacer par d'autres. Donc c'est déjà très très bien supporté côté IDE. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est JetBrains qui fait Kotlin et c'est JetBrains qui fait IntelliJ IDEA et Android Studio. Donc forcément, c'est pas mal. Côté Android, si on fait un focus Android, il y a deux outils super intéressants. C'est Android Coding Style. Donc ils n'ont pas encore migré Android Lint, mais ils ont proposé, Google et puis la communauté propose Android Coding Style, donc qui permet d'accompagner la création d'un projet en termes de structure et de formatage de code. C'est pas mal. Et après, il y a tout simplement les générales Kotlin Style. C'est plus avancé, plus complet et ça ne s'applique pas qu'à un projet Android. Donc c'est intéressant de partir comme on partirait par exemple sur une configuration Airbnb ou des choses comme ça pour la conf TSLint. On peut partir sur ces choses-là côté Kotlin. Donc par exemple, il nous force à mettre des accolades autour des returns ou on peut gérer les annotations comme on le gérerait avec editor config ou des outils IGS ou TSLint. Donc c'est extrêmement intéressant pour essayer de trouver les bugs au plus tôt, les codes SML ou les champs qui sont nuls et qui ne devraient pas être nuls, les late init qu'on a initialisé dans late init et qu'on ne voudrait finalement pas le faire. On va petit à petit limiter la dette parce que ces outils s'intègrent à vos outils d'intégration continue et l'idée c'est de les exécuter régulièrement pour obtenir des rapports qui sont plutôt sympas et plutôt exploitables maintenant. Et globalement, c'est pour plusieurs développeurs avoir une même base de code avec les mêmes règles de codage pour permettre une lisibilité plus importante. Ok, alors du coup aussi, je ne sais pas si vous ne connaissez pas spécialement le langage, pour apprendre, vous avez vraiment beaucoup de ressources en ligne. Une que je vous conseille particulièrement, ça va être Kotlin Cons. C'est un outil que JetBrains propose et qui va vous permettre de travailler soit en ligne, soit directement dans votre IDE. Et en fait, avec des exercices à difficulté croissante, il y a 5 niveaux. Le 5e niveau est plutôt corsé, mais vous arrivez vraiment à progresser au niveau de la compréhension du langage de manière graduelle. C'est basé sur du TDD, donc vous avez des tests, du code à compléter, et derrière vous avez les tests qui permettent de vérifier que l'implémentation est correcte. Et vous avez aussi pas mal d'explications au niveau des tests, c'est vraiment très didactique.
Après, si vous voulez avoir d'autres types de ressources, vous avez vraiment une documentation. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris le langage. C'est vraiment avec la documentation de JetBrains, elle est très bien faite. Si on retrouve la même progression, vraiment avec des idées, des difficultés croissantes au niveau de la documentation. C'est organisé, vous trouvez les infos rapidement, vous avez des exemples, et vraiment pas de problème. Pareil pour tout ce qui va être outils de build et aussi exemple de code dans des cas particuliers. Après, vous avez vraiment beaucoup de tutoriaux qui sont disponibles en ligne. Alors, il y a aussi Kotlin Academy que je vous recommande. Vous aurez pas mal d'exemples de différentes situations qui vont être implémentées. Aussi, au niveau de Medium, vous avez beaucoup d'articles. Bien sûr, des articles qui traitent d'Android, mais aussi d'autres types d'articles. Et vous aurez aussi pas mal de retours d'expérience. Donc vraiment, au niveau du langage, pour apprendre, c'est très très simple. Vous avez beaucoup de ressources en ligne. Il n'y a aucune difficulté. Donc j'espère que ça vous a convaincu. En tout cas, nous, on a essayé de vous transmettre notre conviction. En gros, le message de cette présentation, pour moi, c'est au-delà de l'aspect Android. Moi, je vois Kotlin comme un langage qui peut vraiment être utilisé pour plus que du mobile. Et au final, le message, c'est quoi? C'est Kotlin, tout ce que Java peut faire, on peut le faire également. Sauf qu'en fait, on va avoir un langage qui va être plus concis, plus expressif, avec des fonctionnalités vraiment dédiées pour les développeurs. Vraiment, le but, c'est d'aider les développeurs, aussi bien dans l'écriture que dans la lecture, et vraiment de favoriser un code qui soit plus simple et moins buggé. Si vous n'êtes pas convaincu, en fait, sachez que toutes ces entreprises utilisent Kotlin utilisent déjà Kotlin. Quelques mots. Je pense qu'on vous a, enfin, j'espère qu'on vous a convaincu. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous challenger après la présentation de Simonet sur le sujet. Pour nous, finalement, Kotlin, ça nous permet de partager du code facilement. Le code est à peu près cohérent et expressif. C'est plutôt facile à apprendre, on a trouvé en tous les cas. Si on connaît Java ou TypeScript ou Dart, c'est assez facile à apprendre. Vous l'avez vu, c'est plutôt concis, assez expressif, que ce soit en termes de code ou de test. Et finalement, parce que tous ces éléments-là, finalement, c'est plus maintenable, plus facilement en tous les cas. Voilà. Donc si vous avez adoptez-le, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Présentation est terminée. Merci.